J'ai vécu mon rêve autant que je rêvais ma vie. Yves Dutheil est avec nous. Merci Yves d'être là pour Chemin de liberté aux éditions de l'Archipel. Ça y est, le chemin de liberté, c'est le chemin d'un artiste comme vous, Yves Dutheil, qui avez voulu porter vos chansons un beau jour comme ça et rencontrer le public. Oui, parce que ce sentiment de liberté, il est propre à la création artistique. Et c'est vrai que c'est un véritable chemin qui est semé d'embûches, qui est semé de bonheur, qui est jalonné de rencontres. Et en fait, le chemin était tellement beau que j'ai eu envie de le raconter. Le raconter, pas seulement pour faire une autobiographie, mais simplement parce qu'on a tellement partagé avec les chansons, avec le public, que j'ai voulu lui montrer le lien étroit qui existait entre ces chansons-là et la vie qui a été à la source de ce chemin. Et c'est donc, Yves Dutheil, un parcours en chanson. Et c'est par exemple Virage. Regardez. Mes paupières s'alourdissent un peu, mais dans 1 kilomètre ou 2, après le virage au village, dans un petit bar, il y a du feu. Toi tu dors depuis l'autoroute, fatigué, énervé sans doute, plus qu'1 kilomètre peut-être, et puis du café auprès du feu. Je regarde un instant vers toi, tu es presque appuyé sur moi. Un virage à droite, un peu sec qui se plaque à moi. Je voudrais que ce virage n'en finisse pas. Je redresse doucement sans à-coup ton visage sur mon cou. Et voilà comment on accompagne ce livre, hein, avec un chapitre, un parcours de vie, et puis à chaque fois les chansons qui vont avec. Vous avez voulu réenregistrer certaines d'entre elles, hein. Oui, j'avoue que j'en avais envie depuis longtemps, parce que certaines orchestrations me semblent meilleures aujourd'hui qu'elles n'étaient peut-être à l'origine, parce que simplement on a fait beaucoup de scènes et qu'on a travaillé avec des musiciens. Et les retrouvailles qu'on a eues avec les musiciens pour faire ce disque-là, qui sort maintenant, c'était il y a juste quelques semaines, là. C'était un vrai bonheur, un bonheur extraordinaire. La rencontre, les retrouvailles avec l'équipe de scène, ça fait quand même un an qu'on n'a pas chanté, et on s'est retrouvés comme si c'était hier. Ouais. Ça avait même un peu mûri entre-temps. On voit d'ailleurs un Chemin de liberté, les chansons du livre, hein, l'anthologie, le coffret 4 CD là, qui accompagne ce livre. Et Prendre un enfant, bien sûr. Pourquoi cette chanson touche autant? Pourquoi elle est tant aimée encore? Je crois que j'ai toujours cherché à chanter des choses un peu universelles, intemporelles. Et finalement, l'universel, je l'ai trouvé dans l'intime. C'est une chanson très personnelle, en fait, et qui a été inspirée par un moment d'amour, de tendresse. Donc j'ai pas grand-chose à dire, parce que quand on écrit une chanson, on ne sait jamais quel va être son destin. Jamais j'aurais pu imaginer que cette chanson allait avoir ce retentissement, ce voyage, ces versions différentes, interprétées par des artistes. Et ça me fait un effet extraordinaire de continuer à chanter cette chanson qui est née en 1977, comme si elle avait été écrite hier. Oui, est née avec un enfant qui arrivait en même temps. Écoutez, Yves Dutheil. Par le cœur, pour soulager ses malheurs, tout doucement, sans parler, sans pudeur, prendre un enfant sur son cœur, prendre un enfant dans ses bras, mais pour la première fois, verser les larmes en étouffant sa joie, prendre un enfant contre soi. J'ai grandi dans mes rêves d'enfant, qu'il écrit dans ce bouquin, Yves Dutheil. C'est vrai? Oui, parce que je pense que de toute éternité, j'ai rêvé de faire ce métier, même sans le savoir vraiment. Je crois qu'un adulte heureux, c'est un adulte qui n'a pas déserté ses rêves d'enfant. Ouais. J'ai un peu l'impression de vivre quelque chose qui ressemble à ce dont je rêvais quand j'étais enfant. Vous savez de quoi je rêvais quand j'étais petit? Je rêvais que je soulageais la douleur des gens. Et parce que, par empathie, mais aussi un peu par magie, finalement, c'est un peu ce qui se passe. Quand on chante pour un public et qu'on évoque des choses qui retentissent dans leur vie, qui résonnent dans leur propre vécu,
dans des moments difficiles, dans des souffrances, dans la perte d'être cher, dans des moments de doute. En fait, on apporte une forme d'apaisement. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire à travers ce que moi, je peux partager avec le public sans déflorer le jardin secret, je dirais. Oui. Sans dévoiler les choses vraiment intimes que j'ai pu vivre. C'est pas ma vie que je raconte, c'est comme un écrivain public qui écrirait pour les gens ce qu'ils ont du mal à exprimer et que moi, la nature, l'hérédité, ma mère qui adorait la langue française, mon grand-père qui écrivait des vers, m'ont légué comme héritage génétique. Oui. Comme j'ai la guitare qui me démange, écoutez ça. J'ai mis les doigts dans la musique et c'est ainsi qu'à présent j'ai la guitare qui me démange, alors je gratte un petit peu. Ça me soulage et ça s'arrange, mais ça fait pas très sérieux. À 15 ans, la première guitare. Hein. Ouais. Quand même, quel souvenir. Ça Oui, change parce une vie, que hein. je l'ai attendu, cette guitare. J'étais dans l'orchestre du lycée, mais en tant qu'organiste, clavier. Et je voyais mes copains qui, le soir, emmenaient leur guitare et animaient les soirées entre copains, quoi. Et c'est pas facile avec un piano parce qu'il n'y a pas toujours un piano. Donc j'ai commencé à un petit peu improviser sur les guitares de mes copains de l'orchestre du lycée. Patrice Marquis, un grand souvenir de répétitions, des dizaines et des dizaines de répétitions, jamais un concert parce qu'on n'avait rien en fait. Mais par contre, ça a été ma première aventure musicale. Et là, j'ai commencé à jouer de la guitare. Et dès que j'ai commencé à jouer de la guitare, j'ai écrit des chansons. Oui, oui. Rencontre avec un arrangeur formidable, Claude Desjacques. Lui, il va rajouter des cordes. Il va rajouter un grand orchestre aussi à un moment donné aux chansons. Il y avait Claude, il y avait Jean Musy. Et Claude était mon directeur artistique, Jean était l'arrangeur des chansons. Et je leur suis reconnaissant à tous les deux d'avoir ajouté ce supplément d'âme à mes chansons à travers un climat orchestral que moi j'étais bien incapable de créer et qu'ils ont offert comme un écrin en fait à mes chansons. Et j'étais dans le studio souvent à écouter les cordes quand on les enregistrait. Pas en cabine, en studio, avec les musiciens, et j'écoutais parce que ce grain de la colophane sur l'archet et sur les cordes, j'ai toujours été complètement fasciné. Et Jean, ce toucher particulier de piano qu'il avait pour accompagner Le mur de la prison en face, Lucille et les libellules, ou Le chemin du pays où rien n'est impossible, qui sont pas forcément les grands tubes de ma carrière, mais qui sont des joyaux de délicatesse au piano. Et j'en suis infiniment reconnaissant à tous les deux. Jean Musy et Claude Desjacques. Oui. Et la langue de chez nous, elle a une sacrée histoire, cette chanson, on va en parler, écoutez. Les voix ressemblent au cours des fleuves et des rivières. Elles répondent aux méandres, au vent dans les roseaux, parfois même au torrent qui charrie du tonnerre, en polissant les pierres sur le bord des ruisseaux. C'est une langue belle, hein, que la langue française, partagée avec nos amis québécois. Ah oui, l'histoire de ma rencontre avec le Québec a été un bonheur permanent depuis toutes ces années où on s'est rencontrés et plus jamais quittés. Et la rencontre avec Félix Leclerc a été déterminante en tant que personnage, mais aussi par rapport au fait qu'il a été un poète combattant, je dirais, et combatif. Et il avait la colère, il avait la rage, l'alouette en colère. Il était un défenseur acharné de la culture francophone. Ça m'a surpris, ça m'a étonné. Et Jean Dufour, qui était mon agent en France à l'époque, m'a fait connaître Félix, qui était... Jean était aussi l'agent de Félix en France. Et il nous a emmenés chez Félix. Et cette journée qu'on a passée avec lui a été une espèce de révélateur pour moi de ce combat des Québécois pour la survie de leur langue et de leur culture. Mais j'ai toujours pensé qu'on allait bien s'entendre avec le Québec. Je ne sais pas pourquoi, sans doute parce que pour moi, le Québec, qui jusque-là n'avait pas forcément un visage, s'est mis à avoir un visage, une identité à travers ce disque, La Franco-Fête, où il y avait Félix Leclerc, Gilles Vigneault et Robert Charlebois, qui chantaient « Quand les hommes vivront d'amour ». Et quand on a été chez Félix, il y a eu des moments délicieux, parce que c'était aussi un être exceptionnel. Et Jean Dufour, mon agent, donc à l'époque, demande à Félix « Ça vous ennuierait si on fait une photo avec Yves ?» Et Félix a dit « Je n'osais pas vous le demander. » Quel bel hommage, hein. Un petit pont de bois, ça inspire une chanson. Comme ça.
Parce que c'est... Ça vient d'où d'ailleurs les chansons? Les chansons viennent de la réalité. En ce qui me concerne, tout est vrai, pratiquement. J'ai pas offert un lilas à Eulalie, mais en réalité, le petit pont de bois, lui, il existe vraiment. C'est un petit pont en Normandie. Elle avait une maison à Juignette, en Normandie. Et cette maison était un havre de paix, un endroit où on adorait aller. C'était notre refuge toutes les fins de semaine. Et mon beau-frère, Danny, m'a appris à bricoler et on a fait ensemble ce petit pont de bois qui enjambait simplement un fossé rempli d'eau qui est toujours là aujourd'hui, un peu pris dans les branches. Mais ça a été ma première réalisation concrète. J'étais assez fier de cette réalisation avec lui et j'en ai fait une chanson, mais c'est tout à fait vrai. Ouais, c'est le ça. reflet de la réalité. Tout est authentique. Puis je l'ai recouvert de rondins de bois vert pour rendre à la rivière son vieil air d'autrefois. Elle suit depuis ce temps son cours imaginaire, car il ne pleut plus guère qu'une ou deux fois par an. Mais dans ce coin de terre, un petit pont bizarre. Ça donne envie d'en écouter encore et encore des chansons. Hein. Oui, cette chanson m'a un peu tatoué gentil écolo, troubadour, tout ce qu'on veut. Et j'ai un peu porté ça quand même comme une marque de fabrique. Mais les enfants la chantent. Oui. Et ça, Mais c'est alors, beau quand même. Oui, parce que j'ai jamais écrit pour les enfants, mais cette chanson, par exemple, ou La Tarentelle, ou Lucille, ou Un lilas pour Eulalie, ou tous les autres, les enfants les ont adoptés à travers des adultes qui les avaient rencontrés sur des disques qui n'étaient pas du tout faits pour les enfants au départ. Donc oui, cette inspiration très nature, très écolo m'a un peu tatoué au départ et occulté pendant un certain temps d'autres chansons que j'ai pu écrire par la suite, comme Dreyfus, La Tibétaine, Aller simple pour l'enfer sur la drogue, des chansons comme L'autre côté sur le mur de Berlin ou Grand-père Itzhak sur Yitzhak Rabin. Je pense que on est un peu victime du succès de certains albums. Mais en même temps, quel bonheur de pouvoir rencontrer le public grâce à ces mêmes albums. Donc jamais je ne me serais plaint d'avoir été connu par le grand public à travers des chansons qui m'ont permis, en concert après, ou même en diffusion, de leur faire entendre la langue de chez nous, ou 40 ans plus tard, ou Respect aujourd'hui. Oui. Allez, je vais prendre 3 noms qui sont dans ce livre, parce que c'est une histoire d'amitié, la vie de notre ami aujourd'hui, Yves Dutheil. Je dis par exemple Raymond DeVos. Allez, quelques mots sur cette amitié incroyable avec DeVos. Je raconte dans le livre comment il m'a appelé un jour pour me dire vraiment, je vous appelle simplement pour vous remercier d'avoir écrit la plus belle chanson sur la langue française. Et il s'en est suivi une véritable amitié à long terme, au long cours. Et il avait une façon de s'adresser à vous qui faisait penser qu'il était peut-être en train d'essayer un sketch sur vous. Alors il me dit, alors bon anniversaire, je ne sais pas combien tu as, mais tu ne les fais pas. Ou alors un jour où il y avait des incendies en Corse, il nous appelle et il nous dit, écoute, je t'appelle parce que j'ai entendu qu'il y avait des incendies en Corse. Et je lui dis, non, mais ne t'inquiète pas, ils sont à 1 kilomètre au nord de chez nous et à 1 kilomètre au sud de chez nous. Et il me dit, quelle bonne idée tu as eu de construire ta maison à 1 kilomètre au nord et au sud des incendies. Voilà, on était toujours en attente d'un bon mot. Mais il m'a appris une chose quand même, Raymond DeVos, c'est qu'on ne joue pas que sur les mots. En fait, il faut jouer sur les situations et que les mots correspondent à la situation. On n'est pas juste en train de jouer avec les mots. Et ça, cette impression de contenu qu'il fallait garder pour que la densité du propos soit plus forte que l'image elle-même, c'est celle que, par exemple, il défendait en disant qu'il allait chez le percepteur et qu'il était tout guilleret, tout redressé comme ça parce qu'il pensait que c'était un abattement et qu'il était sorti complètement abattu parce que c'était un redressement. Là, on est dans le vif du sujet. On est dans le contenu en même temps que dans l'image. On aime Raymond là où il est. Et Françoise Mock, sa compagne bien-aimée que vous avez bien connue aussi. Qui est devenue notre productrice un peu plus tard. Et un mot sur Montchirac. Vous avez un chapitre qui lui est consacré. Vous dites Montchirac. Oui, notre Chirac, c'est vraiment un personnage qu'on a aimé tendrement parce qu'au-delà de l'homme, je dirais de l'animal politique qu'il a pu être, il nous a vraiment bluffés, d'une part. Mais d'autre part, il avait cette vraie préoccupation des autres qui en faisait un humaniste. On sait
qu'il avait toujours dans son cartable un carnet. Personne ne savait vraiment ce que c'était que ce carnet. En fait, il y notait tout ce qu'il apprenait sur les origines de l'humanité. C'était un archéologue expert qui a bluffé jusqu'au conservateur du musée à Pékin, sur lequel il a rattrapé en fait une erreur en lui disant non, c'est pas un vase de telle époque, c'est un Ming parce que telle chose. Oui. Et donc c'est quasiment fait un incident diplomatique. Mais le soir, le Premier ministre chinois l'a appelé dans la nuit à son hôtel en lui disant vous aviez raison. Et est-ce qu'il connaissait les chansons? Vous parliez chansons tous les deux? Oui, non seulement on en parlait, mais j'ai été frappé de sa préoccupation culturelle par rapport au développement de la chanson francophone, parce que quand je lui ai envoyé à l'époque c'était un fax, lui expliquant les enjeux des 40% de chansons françaises à la radio, j'ai quand même été très surpris de voir sortir de notre fax, un fax de la main de Chirac disant « J'ai compris, je vais vous défendre ». Et effectivement, il n'y a pas eu que des échanges comme ça, amicaux. On s'est écrit beaucoup pour défendre des causes. Par exemple, quand j'ai défendu la cause de la liberté du peuple tibétain, il y avait une prisonnière qui était Nawang Sangdrol, qui était enfermée dans la geôle la plus dure du Tibet, à Lhasa. Et c'est lui qui l'a fait libérer, sous la pression des associations que je représentais, mais je lui avais passé le message, avec d'autres, pas que moi, mais c'est lui qui a fait libérer Nawang Sangdrol. Et on a eu le privilège de la rencontrer à l'Élysée. Maintenant, il y a prescription, on peut le dire, mais il ne fallait pas que ça se sache à cause des autorités chinoises. Il y a eu une relation vraiment de défense de l'humanité entre nous, que ce soit au titre de la chanson, quand il m'a demandé aussi, à un moment donné, d'accepter une mission sur la chanson française que j'ai acceptée, parce que je ne voulais pas rester sur le quai et on ne pouvait pas dire non à Chirac, vous le dites d'ailleurs dans le bouquin. Mais ça aussi, c'est un combat. Vous dites dans le bouquin, que serait le monde sans les artistes? Mais au fond, on a l'impression qu'il y a une menace aujourd'hui contre la chanson française, par exemple, contre la création. C'est pas une menace, mais c'est... on se rend compte que on revient en fait à l'époque où Winston Churchill avait discuté, c'était la guerre, il fallait faire un effort, etc. Et un de ses ministres lui dit mais on pourrait prendre le budget sur la culture puis le mettre vraiment sur l'armée, etc. Et il lui a dit mais pourquoi nous défendons-nous exactement? Que défendons-nous? Et tout d'un coup, on voit que la culture fait partie, en fait, des essentiels de notre civilisation, mais depuis le début, pas aujourd'hui. Parce que quand vous regardez la grotte Chauvet, avec ses dessins des premiers hommes des cavernes, qui avaient une expression vraiment artistique, qui n'étaient pas juste des hommes des cavernes qui avaient tracé des traits par hasard avec leurs doigts trempés dans le charbon. Non, c'était une expression artistique, une véritable spiritualité et une transmission. Nous sommes missionnés par rapport au futur. Nous avons des choses à leur transmettre. Et la chanson, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. C'est beau. Hein, un sourire, celui de Véronique Sanson. Votre copine, encore un chapitre, vous lui consacrez. Véro, cette amitié est née d'une rencontre pour un concert qu'elle donnait à La Rochelle, la fête à Véro, où son producteur, Bernard de Bosson, que je salue, et que j'aime, m'a proposé de venir chanter une chanson que je chantais sans savoir que c'était une chanson de Véronique et Violaine, sa sœur Sanson, qui s'appelle Mon voisin, et que je chantais. Moi, j'avais entendu par Isabelle de Funès, mais quand j'ai appris que c'était Véro et Violaine qui l'avaient écrite ensemble très tôt dans leur vie, il m'a proposé de venir la chanter à La Rochelle. Donc je suis venu, et depuis, cette amitié persiste, perdure. Dès qu'on touche à un cheveu de ma réputation et de mon image, elle dit « on touche pas à mon dudu ». Donc, non, c'est une vraie amitié. On a écrit ensemble des chansons, on a chanté ensemble. Elle s'est prêtée à un duo virtuel pour un de mes concerts. Non, je l'aime. Et c'est une amitié comme si on était des dauphins qui sont en mer profonde et qui, très souvent, crèvent la surface et se retrouvent à l'air libre
ensemble, malgré que nos styles soient différents. Moi, je crois qu'en musique, il n'y a que des passerelles et que le rhythm and blues de Véro se marie très bien avec ma guitare, avec mon piano à moi. Oui, il y en a des souvenirs là, dans ces chemins de liberté qui sont publiés là, Yves. Si vous dites que les chansons, comme disait Traîné, s'envolent, elles vous appartiennent plus quelque part. Peut-être que dans très longtemps, on chantera, un gosse ou quelqu'un d'autre chantera encore du Yves Dutheil. Ça vous fera plaisir, ça? Ça vous ferait plaisir? Oui, ça me fera plaisir, parce que aujourd'hui, je ne crois pas trop à la notoriété, à la postérité des chanteurs. Je pense que, vous voyez, au Québec, quand la jeune génération, on leur dit Félix Leclerc, il y en a quelques-uns qui vont vous répondre bah, c'est une autoroute, un peu comme Jacques Cartier est un pont, quoi. Et moi, j'ai envie d'être un pont aussi, peut-être anonyme, mais c'est pas grave. Je pense que l'important, c'est que le message passe et que la transmission se fasse. Oui, merci. Yves Dutheil, Chemin de liberté et une anthologie en CD, un livre formidable. Merci Yves. Bonne route au baladin. Continuez. Merci. Continuez toujours. Merci. Et si vous aimez ma danse, danse. Et si vous aimez mon pas, on pourra danser, je pense, aussi longtemps qu'on voudra.